Vous êtes bien sûr la première. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité, ce vendredi, y a-t-il une inégalité de traitement entre les candidats à l'immigration vers Mayotte ? Chaque année, près de 20 000 Comoriens sont reconduits à la frontière, mais l'émergence de nouvelles filières d'immigration, venant notamment d'Afrique, pousse certains à s'interroger sur les différences de traitement dans l'étude des dossiers. Tous illégaux, mais pas égaux, c'est l'enquête de ce soir. Nous verrons aussi cet appel à la solidarité lancé par le Centre communal d'action sociale de Sada. Un appel aux dons via un site internet pour financer le projet Caribou Lagoni. L'objectif, changer la vie des personnes âgées et handicapées de la commune en aménageant leur logement. Mais avant de développer ces titres, revenons sur cette affaire qui a fait grand bruit lors des blocages du bureau des étrangers à la préfecture de Mayotte. Au cours d'une confrontation avec les forces de l'ordre, Toba, un membre du collectif des citoyens, est interpellé. Sa faute, avoir déversé une substance irritante sur des policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Cette semaine, il a été condamné à 18 mois de prison, dont 6 mois fermes. Aujourd'hui, sa famille et son village crient à l'injustice et préparent une marche blanche. Anastasia Laguera, Farouseni. Sur ces images tout à gauche, Toba, vêtu d'un t-shirt blanc. Alors que la tension est à son comble ce 12 octobre devant le service des étrangers, entre les manifestants et la police, l'homme, membre du collectif des citoyens, dissimule dans son châle une bouteille remplie de piment. Quelques minutes plus tard, il aspergera les fonctionnaires avec la substance avant d'être maîtrisé par les forces de l'ordre. Le 5 décembre, alors que la grève des avocats a lieu, l'homme choisit d'assurer seul sa défense. Il sera condamné à 18 mois de prison avec sursis, dont 6 fermes. Aujourd'hui incarcéré, ses proches s'apprêtent à faire une marche blanche ce dimanche. C'est juste un truc qui n'était pas grave, qu'on l'a condamné. Du coup, on essaye de dire à tout le monde de venir parce qu'aujourd'hui, c'est arrivé à Toba, mais ça peut arriver à tout le monde. Ça, c'est notre île. Si on ne défend pas notre île, du coup, c'est ça, à chaque fois, on va nous intimider pour ne pas faire des mouvements. Cette personne-là, il est condamné il était en train de défendre notre île. Du coup, on appelle tous les Mahorais qui soient présents à cette marche pour montrer que nous, on n'est pas d'accord pour cette condamnation. On observe que depuis qu'ils l'ont incarcéré, toute la délinquance qui était apaisée, qui commençait à comprendre, commence à se révolter, commence à piller, à braquer, à menacer des gens. Même que là, récemment, même chez lui, ils étaient jusqu'à aller braquer chez lui. Il arrivait à raisonner les petits comme les grands, mais aussi les gens de sa génération, tous ceux qui étaient à l'écoute. Il n'est pas mauvais, non, c'est un très bon garçon, Dieu merci. Si Toba a été incarcéré, c'est en partie parce qu'il a déjà été condamné 8 fois pour des faits de violence en 2014. Il a par ailleurs été interné en hôpital psychiatrique à Besançon. S'ajoutent à cela des menaces d'attentats proférées durant sa garde à vue. Si la mobilisation des habitants de son village paraît sans faille, sa cause reste difficilement défendable. Des manifestants qui étaient à la base opposés à l'immigration clandestine. Et justement, on reste dans cette thématique de l'immigration avec ce constat partagé par de nombreux migrants à Mayotte. Les Comoriens systématiquement reconduits là où d'autres sont relâchés dans la nature. Cette accusation revient souvent dans la bouche des immigrés originaires des Comores et beaucoup ne comprennent pas la différence de traitement réservé aux sans-papiers en fonction de leur pays d'origine. Alors y a-t-il réellement une inégalité entre les candidats à l'immigration vers Mayotte? Élément de réponse avec Yasmine Jaffar. Ils arrivent tous par la mer en Kwassa via Anjouan. Ils n'ont pas la même nationalité, mais partagent la même ambition, venir coûte que coûte à Mayotte. Malgaches, Comoriens, Rwandais, Burundais ou encore Congolais entrent ensemble clandestinement dans le département. Tous illégaux, mais traités de manière inégale à Mayotte. C'est en tout cas le sentiment de certains Comoriens. Il y a une différence de traitement. La plupart du temps, on se rend compte que les Africains sont régularisés dès leur arrivée, alors que pour les Anjouanais, ils peuvent être à Mayotte depuis 30 ou 50 ans sans jamais avoir de papier. L'Africain est très apprécié ici.
Ces démarches aboutissent rapidement, plus que celles des Anjouanais, les Grands Comoriens et les Moéliens. Les Malgaches aussi sont des privilégiés à Mayotte. Des Comoriens qui ne manquent pas de rappeler que lors du dernier conflit à Anjouan, la préfecture n'a pas tenu compte du contexte d'insurrection. Récemment, on a ouvert le feu sur des civils. Ils ont fui vers Mayotte. À leur arrivée, ils ont demandé à bénéficier de l'asile politique. Mais on les a tout de suite reconduits à la frontière, alors que les Africains jouissent de beaucoup plus de liberté. Pour ceux qui doivent avoir la protection, il faut les protéger rapidement. Mais c'est une minorité de ceux qui ont effectivement déposé la demande d'asile. Deuxièmement, c'est pouvoir traiter rapidement les demandes d'asile jugées illégitimes, c'est-à-dire des gens qui se font passer pour des insurgés, pour des gens qui font penser qu'ils vont être mis en danger aux Comores, alors que leur seul but, c'est de rester sur le territoire français et de s'y installer. Certains d'entre eux n'étaient même pas en jouant quand ils ont déposé la demande d'asile, en tout cas quand les événements se sont passés. 98% des personnes en situation irrégulière dans le département sont d'origine comorienne. Étant issus de la région, ils sont rapidement et systématiquement reconduits à la frontière, ainsi que les Malgaches. L'éloignement des autres immigrés clandestins en provenance d'autres pays est très complexe. Selon nos informations, l'État ferme souvent les yeux. Ils obtiennent très vite l'asile politique et le statut de réfugié. On leur attribue les yeux fermés. À la préfecture, il y a un guichet et du personnel mobilisé exclusivement pour traiter les dossiers des Africains, sans même qu'ils fournissent des justificatifs. Il y a certains pays dans lesquels cette protection n'est quasiment jamais accordée. C'est le cas par exemple des Comores, car on considère que l'Union des Comores est un pays sûr, qu'il n'y a pas de risque particulier pour ces populations. Par contre, dans d'autres pays, comme par exemple le Congo, le Burundi, le Rwanda, d'une certaine manière, il y a des risques pour ces populations. Et lorsqu'elles se présentent à nous, c'est une part très faible des étrangers qui sont présents sur le territoire. On étudie leurs demandes et certaines d'entre elles sont acceptées. Et auquel cas, ils deviennent réfugiés ou bénéficient d'une protection de la France. Par contre, ceux pour lesquels la situation n'exige pas de protection particulière sont considérés comme des étrangers en situation irrégulière, interpellés, placés en centre de rétention, puis éloignés. La préfecture reconnaît tout de même qu'il y a beaucoup d'incertitudes quant à la provenance de ressortissants africains. Des enquêtes approfondies sont menées pour établir l'origine exacte des demandeurs d'asile. Un réseau de passeurs existe et au-delà de la lutte quotidienne de l'immigration clandestine, tout l'enjeu pour les autorités est de le démanteler. Eux aussi se sentent lésés par la préfecture, obligés de travailler dans la clandestinité faute de licence professionnelle. Les jeunes taximans haussent le ton. Pour eux, le temps d'attente pour obtenir une licence est trop long. Certains ont leur carte professionnelle depuis 2010, mais sans licence, ils ont le choix entre un travail de salarié mal payé ou prendre le risque de conduire leur propre véhicule et transporter des clients dans l'illégalité. Plus de 200 jeunes chauffeurs de taxi sont actuellement dans cette situation. Kalatoumi Abdelhadi et Zora Abdoukafé les ont rencontrés. Tous les jours sur les routes de Mayotte pour transporter les passagers du Sud. Des passagers qui ne se doutent pas que ce chauffeur peut être immobilisé à tout moment. En conduisant son taxi, Chebani prend le risque de perdre sa carte professionnelle et de se retrouver au tribunal parce qu'il n'a pas le droit d'être à son propre compte sans la licence de taximan. Nous ne pouvons pas rester sans emploi et on ne peut pas aller voler. Donc, il se trouve qu'on est obligé à un moment donné, même si on n'a pas envie de faire, on ne veut pas être hors la loi, mais à un moment donné, on se trouve sur une situation, on est obligé de descendre, malgré que nous savons les sanctions et les causes, on est obligé à un moment donné de descendre sur la route. Ce papier jaune qu'il garde précieusement, c'est sa carte professionnelle acquise grâce à une formation qui a coûté 450 €. S'il se fait contrôler, il peut la perdre et ne plus avoir le droit d'exercer. Mais pour lui, attendre une licence depuis 2010, ça en est trop. Le sentiment que j'ai, c'est que je ne sais pas comment dire, mais ça fait mal au cœur.
Il a mal, comme plus de 200 autres chauffeurs de taxi qui sont sur cette fameuse liste d'attente d'une attribution de licence. À Mayotte, plus de 600 licences ont été attribuées par la préfecture, mais seulement tous ne sont pas en exercice, ce que dénonce Daouda Saïndou. Il y a un quota de licences sur Mayotte. Ce qui se passe, c'est que les gens qui ont les licences, en fait, les gens qui ont eu les licences, la plupart de ces gens-là, c'est des transporteurs scolaires qui ont eu les licences en quantité. Ça veut dire que tu peux avoir une personne qui peut bénéficier de 3 ou 4 licences. Ça ne causait pas de problème parce qu'à l'époque, le quota n'était pas atteint. Donc ils ont délivré des licences. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces gens-là, les gens qui ont les licences aujourd'hui, ils ne font plus le métier de taxi. C'est-à-dire qu'ils sont transporteurs scolaires, ils sont là, ils font leur transport et pendant les vacances, ils ramènent leur gros bus là, ils descendent sur la route et c'est là où ils font du taxi. Ces chauffeurs de taxi ont créé leur association pour se faire entendre. Ils souhaitent une mesure dérogatoire qui leur permettrait de travailler avec leur véhicule en toute légalité en attendant de nouvelles attributions de licences. Direction Sada maintenant pour parler de cette initiative d'un nouveau genre lancé par le Centre communal d'action sociale, un crowdfunding solidaire. Le principe est simple, inviter ceux qui le souhaitent à se rendre sur le site internet despetitespierres.org pour y faire un don et soutenir financièrement le projet Caribou d'Agoni. L'argent récolté va permettre d'améliorer le logement des personnes âgées et handicapées de la commune. Dans le reportage qui va suivre, Anastasia Lagara et Daniel Abdou nous montrent en quoi cette initiative va changer la vie de ces personnes. Regardez. Cette dame, que nous appellerons Salima, dit avoir trop honte de sa situation pour se montrer. Depuis plusieurs années, sa cuisine et ses toilettes ne lui permettent plus de vivre dignement. Quand la pluie tombe, l'eau s'infiltre à l'intérieur de la cuisine car il y a des trous dans les tôles. La cuisine est complètement pourrie. Des morceaux de bois qui la font tenir jusqu'aux tôles, tout est pourri. Et les toilettes, elles ne sont pas couvertes. Pour sortir de ce qu'elle appelle un calvaire, Salima compte sur le CCAS de Sada. Depuis 2 mois, une collecte de dons a été lancée sur Internet pour adapter les logements des personnes âgées et handicapées de la commune à leurs besoins. Le CCAS espère récolter à travers cette plateforme appelée Caribou d'Agoni 20 000 €. Au fur et à mesure, elles n'ont plus l'autonomie qu'elles avaient avant pour faire la marche, etc. Elles peuvent faire des chutes. Le CCAS n'a pas les moyens d'assumer les travaux. Nous recherchons par-ci, par-là donc des subventions et on sollicite auprès des entreprises et des particuliers des dons pour finaliser ce projet. Samiou est le parfait exemple de ce que le CCAS de Sada accomplit pour les personnes fragiles dans le village. Durant 9 ans, il vivait sans rampe, sans carrelage et sans cabinet adapté. Lui qui est en fauteuil roulant, il y a 1 an, le CCAS lui a changé la vie. Il y a des jours, c'était vraiment difficile pour moi. C'était dur, il y avait de la boue, beaucoup de sable. J'éternuais aussi. Et ça, c'est dangereux pour nous, les handicapés. Les agents du CCAS viennent souvent me rendre visite et ils m'aident quand je suis dans le besoin. Selon le CCAS, à Sada, 5% des seniors seraient concernés par cette problématique de mal logement, un public très souvent isolé et pour lequel tous les CCAS de Mayotte œuvrent quotidien. La cagnotte est pour l'heure à moins de 5 000 €. Les dons sont ouverts. Dans l'actualité nationale, c'est le grand soulagement pour les habitants de Strasbourg. Chérif Chekat a été abattu hier soir lors d'un échange de tirs avec la police. Il aura fallu une traque de plus de 48 heures pour retrouver l'auteur présumé de l'attaque du marché de Noël. Comment les enquêteurs ont-ils retrouvé sa trace et surtout, comment sont-ils remontés jusqu'à lui? Élément de réponse avec Lilia Melkonian. C'est dans le quartier de Neudorf où il a grandi que les forces de l'ordre l'ont finalement abattu. En milieu d'après-midi, les hommes du RAID, l'unité d'intervention de la police, bouclent le quartier. Lourdement armés, ils fouillent les maisons et les jardins à la recherche du moindre indice, car ils le savent. Chérif Chekat est passé par là. Le témoignage, tout d'abord, d'un riverain ayant vu un homme, rue d'Épinal, franchir une clôture et d'une autre personne signalant sa présence possible, rue du Doubs, à Strasbourg,
de témoignages déterminants. C'est ici, rue d'Épinal, que Chérif Chekat est aperçu par un habitant. Le terroriste prend la fuite, passant de jardin en jardin, vraisemblablement le long de cette rivière. Puis il est repéré. Grâce à une caméra de vidéosurveillance, il rentrait dans un terrain appartenant à la SNCF. Les forces de l'ordre l'identifient sur les images. C'est aussi dans cette zone que le deuxième témoin aurait aperçu le fugitif et appelé la police. Chérif Chekat se serait caché dans un cabanon comme celui-ci. Aussitôt, les policiers sont redéployés. Un hélicoptère avec à son bord une caméra thermique est envoyé vers 19h30. C'est à ce moment-là qu'il aurait décidé de quitter sa planque. À 21h, Chérif Chekat se retrouve face aux policiers avant d'être abattu. Revenons dans la région avec l'élection présidentielle à Madagascar. Les électeurs malgaches seront appelés aux urnes pour la seconde fois le 19 décembre prochain. Un deuxième tour qui va opposer deux anciens chefs d'État, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina. À La Réunion, la campagne officielle de cette seconde manche est particulièrement suivie par les personnes originaires de la Grande Île. Jean-Claude Toyer les a rencontrés. Regardez. Les deux candidats multiplient les meetings pour tenter de convaincre les Malgaches, d'autant que rien n'est encore joué. La communauté malgache de La Réunion suit tout cela de très près et les réactions divergent entre ceux qui espèrent le changement et ceux qui ne se font pas d'illusions. Il n'y a même pas de nouveauté. Ça va être la même chose. Ça, c'est comme Federer et Nadal. Tout le temps, les mêmes finalistes. Voilà. Il va changer la vie des Malgaches. Il va supprimer les dalles, c'est-à-dire les bandits qui volent des bœufs. Et puis les kidnappings, vous voyez. Et puis les bakchis sur la table, les autorités qui font ça. C'est l'insécurité surtout, parce que quand on vit dans un endroit qui est insécurité, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas évoluer ton travail. C'est ça aussi, il y a un grand problème au Madagascar. Pour moi, les priorités, c'est d'occuper surtout les pauvres, les pauvretés. C'est ça que je veux que le futur président occupe surtout. Après 58 ans d'indépendance, Madagascar reste l'un des pays au monde les plus corrompus et les plus pauvres, malgré d'énormes richesses naturelles. Les Malgaches d'ici et d'ailleurs espèrent un réel changement avec leur nouveau président. Eux aussi vont quitter leur pays, mais pour se forger une expérience et surtout enrichir leur CV. 7 jeunes Mahorais partent ce soir pour l'Europe dans le cadre du programme Erasmus+. De Londres à Malte, ils vont suivre un stage de 6 mois, chacun dans un domaine différent. Une expérience qui va leur permettre d'améliorer leur niveau en anglais et surtout découvrir de nouvelles méthodes de travail. On écoute Tafara Hosseini, il est interrogé par Toufaili Angelani. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes d'avoir une expérience professionnelle à l'international, d'améliorer leur niveau d'anglais, découvrir une autre culture et revenir enrichis et apporter leurs compétences sur le développement du territoire. En fait, le programme Erasmus permet aux jeunes d'un territoire de partir dans un territoire étranger pour acquérir une expérience professionnelle. Donc là, dans ce cadre-là, l'idée c'est d'offrir des terrains de stage à l'international pour les jeunes pendant 6 mois où ils vont améliorer leur niveau d'anglais, monter des nouvelles compétences et revenir avec une ouverture d'esprit pour participer au développement du territoire et donner envie à d'autres aussi de participer au programme. Et alors, pendant les 6 mois, là, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement ? Ils vont travailler dans des entreprises comme des salariés, occuper des postes avec des objectifs, donc dans différentes entreprises en lien avec leur projet professionnel. Donc il y en a qui vont aller dans des entreprises de logistique, il y en a qui vont travailler dans des écoles, il y en a qui vont travailler dans des hôtels de luxe, à Malte notamment. Et l'idée, c'est vraiment de leur donner plus d'ouverture à leur retour sur Mayotte. On leur souhaite bon vent. Et pour ceux qui n'ont pas la chance de partir, vacances riment souvent avec ennui. En effet, en cette période de vacances scolaires, trop souvent, les enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes. Mais dans certaines communes, des centres de loisirs voient le jour pour accueillir les plus petits. Zora Abdoukafé et Youssouf Ahmed Matoir sont partis voir comment les familles et les communes s'occupent de leurs jeunes hors période scolaire. Regardez. Bouini, petit village de la commune de Kanikeli. Ici, les rues sont désertes. Pas d'activité, pas de centre de loisirs, rien. Et pourtant, nous sommes bien en période de vacances scolaires. Nous avons rencontré Nasri et Chayane au bord de la plage. Ils passent leur journée là à discuter avec leur grand-père.
J'aimerais aller au centre de loisirs pour rencontrer des gens et regarder ce qu'il y a dedans. Je ne savais pas qu'il y avait centre de loisirs à Abidjan. C'est aujourd'hui que je suis. Demain, si possible, j'irai. Aller au centre de loisirs, c'est la chance qu'ont eu ces enfants du village de Mtsamoudou. Ici, ils sont encadrés par 5 professionnels de l'animation. L'activité qui m'a plu, j'ai aimé le ballon et le ballon prisonnier et les jeux de loisirs. Quand je ne suis pas dans le centre de loisirs, non, c'est dans ma chambre, je joue à mon téléphone, je cuisine. Quand je ne suis pas au centre de loisirs, je garde mon frère et je fais à manger ou on regarde la télé. Je préfère venir au centre de loisirs. Pourquoi? Pour s'amuser, être avec des amis. Durant une matinée, ces 60 enfants âgés de 6 à 12 ans font plusieurs activités sportives et éducatives. Il y a combien de communes? Nassir? Il y a 17 communes. Bravo! Les 3 places qui se situent à Mtsamoudou. Il y a Angalatsara, Sable Blanc et Sazilé. Bravo! Il faudra qu'on varie les activités parce qu'on ne peut pas rester au même endroit. On a besoin de faire découvrir ce jeune-là notre site. Comme vous voyez, les questions qu'on avait posées là, on les avait posées, les questions de notre site à Mtsamoudou. Ils avaient dit le mot Sazilé, Sabre Blanc. Donc vous avez déjà vu ce qu'ils avaient fait là. Le centre de loisirs de la commune de Bandélé accepte les enfants moyennant une participation de 5 € par personne. Une somme dérisoire au vu de ce que les enfants gagnent en apprentissage. Voilà, c'est la fin de cette édition consacrée notamment à cette question récurrente à Mayotte. Y a-t-il une inégalité de traitement entre les candidats à l'immigration clandestine vers notre île? Chaque année, près de 20 000 Comoriens se reconduisent à la frontière. Mais qu'en est-il des autres ressortissants? Si la préfecture reconnaît l'existence de réseaux d'immigration africaine et malgache, elle insiste sur l'importance des demandes d'asile pour les pays en guerre. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, votre édition en maoré avec Abdou Kafé Mohamed. La semaine prochaine, Papino Zaidani sera de retour pour vous informer. Quant à moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.